Eh bien, bonjour à tous. La transition va être aisée avec la présentation précédente puisque nous allons être assez bien dans l'alignement, je pense, tout en ayant pour spécificité de vous présenter essentiellement deux pratiques, deux dispositifs très pratiques qui ont été mis en œuvre dans nos établissements. Peut-être un petit mot pour compléter ma petite carte d'identité. Je suis à la fois directrice adjointe de la section économique bachelier en comptabilité et j'ai une autre casquette qui est celle de conseillère pédagogique et qui vient bien à point également pour accompagner les dispositifs pédagogiques que nos enseignants mettent en place et c'est là-dessus que nous allons zoomer aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de l'EPFC, qui est donc un des établissements parmi les 26 établissements de promotion sociale du pôle académique Bruxelles, dont Caroline a parlé en introduction. Donc, vous en avez deux ici présents avec Nathalie et moi, le PFC et l'Institut Prigogine. Une petite photo de l'EPFC. Le PFC, c'est environ 10 000 étudiants qui sont répartis dans deux grands départements. Un département langue, dont nous n'allons pas faire... le dispositif dont on va parler n'est pas vraiment développé dans le département en langue, en tout cas pour aujourd'hui. Et nous allons nous axer sur ce dispositif qui a été mis en œuvre au sein du département économique. Alors, dans le département économique, nous avons deux niveaux d'enseignement, l'enseignement secondaire avec des humanités générales. Et donc, dans ce département, les étudiants peuvent obtenir leur C2D et leur CESS. Et puis l'enseignement supérieur qui nous occupe aujourd'hui, avec 5 bacheliers, un brevet, une spécialisation et des cours de propédeutique. Alors, je vais m'axer maintenant au niveau de la description, petite description de notre population sur le département économique. Alors, en termes d'âge, la majorité de la population se trouve autour de l'âge de 29 ans, donc une toute petite trentaine d'années. Au niveau de la nationalité, 46% des étudiants sont d'origine belge, 30% sont d'origine Union européenne et 24% viennent de pays hors Union européenne. Leur diplôme à l'entrée, et là ça concerne l'ensemble de la population économique à l'exception des propédeutiques, puisque les propédeutiques sont un cas un peu particulier sur le diplôme qui est présent à l'entrée. La grosse majorité ont un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, donc plus de la moitié, même si, et c'était une spécificité de l'enseignement promotion sociale, les étudiants pouvaient entrer sur base d'un test d'admission, et c'est toujours le cas, s'ils n'ont pas obtenu leur CESS. Et pour terminer cette petite photo, la situation professionnelle de nos étudiants, c'est une majorité d'étudiants, entre guillemets, avec ce vrai statut d'étudiant, enfin ce pur statut d'étudiant, 24% d'entre eux. On a 16% d'étudiants qui travaillent, on a 20% de demandeurs d'emploi et 7% d'étudiants qui sont allocataires du CPS. Voilà, alors je voudrais juste, on y reviendra quand on parlera de la situation professionnelle, c'est que bien sûr on a 16% de travailleurs, mais parmi les étudiants, beaucoup d'entre eux sont aussi jobistes et ça, on n'a pas la mesure, mais c'est une grande majorité puisque leur situation financière n'est pas toujours facile. Voilà, donc je vais laisser Nathalie faire la photo de son institut. On n'entend pas, remets ton micro. Tout va bien. Voilà, bonjour Nathalie Monnier, je suis la directrice de l'Institut supérieur de promotion sociale de Prigogine. Et donc notre institution est beaucoup plus modeste en termes de nombre d'étudiants que le PFC, puisque nous frisons les 300 étudiants et nous organisons essentiellement 2 bacheliers, donc 2 formations supérieures, l'une en psychomotricité, et c'est celle-là où nous allons puiser en fait notre dispositif, et un bachelier en optométrie qui se trouve être un bachelier qui n'a pas son équivalent en plein exercice. Alors comme pour, comment dirais-je, pour le PFC, nos étudiants essentiellement, nous accueillons énormément d'étudiants
hors Union européenne et qui sont donc vraiment primo arrivants lorsqu'ils s'inscrivent en bac 1, avec toutes les difficultés que l'on peut supposer. Et essentiellement, c'est effectivement le même type de profil, c'est-à-dire des étudiants en reprise d'études, enfin des adultes, pardon, en reprise d'études, qui ont une activité professionnelle, oui, non, qui ont parfois charge de famille. Et donc, à cet égard-là, au niveau du profil de nos étudiants, de par là, du positionnement de la promotion sociale, nous avons un profil assez équivalent à celui de l'EPFC, sans compter bien sûr les étudiants du secondaire que nous n'accueillons pas, enfin, ou marginalement. Est-ce qu'on voit le mind map? Oui, oui, tout à fait. Ok, merci. Alors, de ce qui ressort effectivement du profil qui a été dressé des étudiants de la promotion sociale, donc en activité professionnelle, ayant charge de famille, certains étudiants qui viennent recouvrir chez nous une finançabilité qu'ils ont perdue dans les hautes écoles, qui n'ont éventuellement pas leur CESS et qui viennent généralement, enfin qui ont une grande majorité d'entre eux viennent malgré tout qui sont d'origine étrangère. On peut déceler comme un dénominateur commun parmi ces étudiants, c'est qu'ils ont tous eu peu ou prou une certaine expérience de l'échec. Alors, est-ce que ça les distingue véritablement des étudiants des hautes écoles? En tout cas, c'est ce qui apparaît de manière très sensible lorsque nous les rencontrons, lorsque nous les côtoyons. Cette expérience de l'échec fait véritablement leur dénominateur commun. Alors, ces expériences de l'échec, évidemment, ont une incidence sur le maintien et l'établissement de la confiance en soi, mais j'y reviendrai, Nathalie. Et donc, également, dont on sait évidemment que c'est un facteur de réussite décisif, la confiance en soi. Et on sent véritablement que ce sont des étudiants qui ont développé un ensemble de croyances limitantes, qui ont comment dirais-je, pour effet d'avoir une incidence assez négative sur la capacité qu'ils ont à mobiliser des aptitudes transversales qui leur permettraient d'appréhender des contenus strictement disciplinaires. Donc voilà, ces éléments-là, je repose la question, est-ce que c'est vraiment différent par rapport aux étudiants des hautes écoles? Et nous reviendrons sur la question de quelles inégalités parle-t-on, mais en tout cas, nous décelons parmi nos étudiants une réelle fragilité où on irait même jusqu'à parler véritablement de blessures qui nécessitera, dans les dispositions que nous allons mettre en œuvre, je dirais, une approche qui est davantage réparatrice. Mais de quelles inégalités parle-t-on? Nathalie. Ah, Nathalie. Revenons plus haut. Hop. Oui, ça va, j'ai mon micro. Eh bien, ça, je ne suis pas une experte en matière d'inégalité. Je pense que depuis ce matin, nous avons bénéficié de regards extrêmement pointus et experts, mais vous voyez que dans nos cas pratiques et dans notre population, nous retrouvons effectivement ces différentes inégalités, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles, mais, et Nathalie vient d'en parler, également émotionnelles et cognitives. Et notre réflexion, dans notre partie, dans notre phase de travail et de préparation de cette intervention, Nathalie et moi, nous a amené à cette question, est-ce qu'effectivement en promotion sociale, on peut parler d'inégalité entre étudiants de promotion sociale? Sans doute, mais ils ont aussi beaucoup de points communs, et c'est peut-être ces points communs des profils d'étudiants de promotion sociale qui ont favorisé leur adhésion et la pleine réussite aux deux dispositifs dont nous allons vous parler. Mais là, j'anticipe un petit peu, donc on va peut-être poursuivre sur les types d'accompagnement possibles. Alors, donc, oui, alors, la symétrique. Alors, s'il est clair pour nous qu'il s'agit à la base d'étudiants qui présentent des fragilités à différents niveaux, mais certainement au niveau émotionnel,
et dans leur aptitude à mobiliser leurs capacités transversales, et que cela nécessite plutôt une approche réparatrice. Nous avons mis de côté ici dans ce qui va vous être partagé tout l'aspect de la remédiation disciplinaire sur lequel nous avons évidemment également des axes d'action, mais nous sommes davantage penchés dans la sphère ou dans le champ sémantique de l'accompagnement, puisque en effet, en promotion sociale, le terme qui renvoie à la notion de SAR, qui est valide dans les hautes écoles et dans les universités, donc service d'aide à la réussite, chez nous prend, et c'est assez symptomatique, le terme de PAI, donc plan d'accompagnement individualisé. Donc, j'ai envie de dire que presque structurellement et décrétalement, c'est cette notion-là qui, dans les dispositifs que nous sommes invités à mettre en œuvre, est, comment dirais-je, valorisée. Alors, voilà. Ces dispositifs d'accompagnement nous ont renvoyé à toute une littérature, particulièrement Malia-Paul, qui évoque en fait cette nébuleuse de l'accompagnement, qui renvoie en tout cas à une posture singulière qui est être avec et aller vers. Donc il y a évidemment un projet dans cet accompagnement qui s'articule en fait autour d'un registre tridimensionnel qui répond au verbe de guider, de conduire et d'escorter. Donc en tous les cas, dans ces dispositifs d'accompagnement, ce qui n'est pas en tout cas le tressaillant d'un processus de remédiation, il y a ici cette notion de relation. C'est fondamental, c'est ce qui fait sens dans cet accompagnement, c'est ce qui lui donne sens et puissance, si je puis dire. Et donc il est au cœur de ce dispositif, il y a bien sûr une parole partagée et un dialogue. Alors, ce dialogue, et c'est donc Maëla Paul qui nous fait voyager dans cet univers, pourrait être articulé d'une part d'une manière symétrique, et je vais fermer de manière à ce que les choses se voient. Voilà. Alors, on entend par symétrie ou asymétrie, pardon, cette relation qui peut présider entre les deux intervenants, l'accompagnant, l'accompagné, donc qui peut prendre la forme d'un mentorat, d'un coaching ou d'un tutorat. Et nous avons fait ici une espèce de décrescendo, mais dans cette relation mentor, coach, tuteur, il y a une asymétrie qui fait que dans le fond, quelque part, l'accompagnant se trouve en position, comment dirais-je, important, je dirais, par rapport, comment dirais-je, à l'accompagné. Ce n'est pas ici les dispositifs que nous allons mettre en évidence, bien que nous utilisons fort la technique du tutorat, je dirais le tutorat classique, puisqu'effectivement, des tas d'initiatives nous ont été proposées. D'ailleurs, on remercie le pôle, comment dirais-je, de nous avoir aidés à mettre sur place des tutorats pour auprès de nos étudiants. Ce qui nous a intéressé davantage ici, et peut-être évidemment qu'on revient c'est peut-être une manière de se promener dans la boucle de résilience que nos collègues de Ferrer viennent de nous proposer, c'est plutôt des relations symétriques, c'est-à-dire où, quelque part, on est véritablement dans une relation de parité, où l'on apprend ensemble, entre pairs. Alors, la première expérience, c'est celle que Nathalie va ouvrir, qui s'est déroulée donc à l'EPFC. Donc, voilà Nathalie, je t'en prie. Merci Nathalie. Alors, à l'origine de ce concept d'apprentissage par les pairs, on a le professeur Eric Mazur, qui est un professeur de physique de l'université de Harvard, donc ce concept de peer instruction, qui est un dispositif d'échange entre pairs à partir d'un concept clé et un processus de vote, de discussion entre pairs et de vérification par l'enseignant de la pleine compréhension de ces concepts clés, qui a donné lieu par la suite à d'autres développements et à des dispositifs plus élaborés. Et puis ici à l'EPFC, moi j'appellerais ça un dispositif un petit peu détourné, puisqu'il a été mis en place dans le cadre très orienté d'une séance de correction d'examen. Alors,
Dans quel cadre est-ce que ça s'est passé? Donc, cette expérience qui a été développée par Madame Sarah Bokic, qui est enseignante dans le cours de faits et institutions économiques, est un cours de 5 crédits en première année de bachelier en comptabilité. Elle a mis ça en place dans la semaine de correction. Donc ça, c'est une particularité, je pense, de l'enseignement de promotion sociale, c'est que la séance d'examen, d'évaluation, clôture le module. Donc au terme des activités d'apprentissage qui durent une douzaine de semaines, nous avons la 13e semaine, l'antépénultième semaine, j'aime bien la frimer un petit peu, la première session d'examen. La semaine suivante est mise en place une séance de correction dans le cadre des cours et s'ensuit la deuxième session. Donc tout est consécutif, ce qui en termes d'apprentissage est quand même assez favorable. Et donc entre ces deux sessions d'examen, s'est engouffrée la séance de correction et donc c'est là que se place la pratique dont je vais vous parler. Donc dans ce cours, nous avons eu 43 étudiants qui étaient inscrits à la première session d'examen et 27 d'entre eux ont réussi, donc ça nous fait un 62% de taux de réussite. Et puis en deuxième session, 18 étudiants se sont inscrits, dont 16 avaient participé à cette séance particulière de correction et 13 étudiants ont réussi. Okay. Alors en termes de dispositif, comment est-ce que cela s'est passé? Il y a eu un travail dès avant la séance proprement dite. Au moment où l'enseignante a fait la correction des copies d'examen de première session, elle s'est déjà attelée à pairer les groupes d'étudiants avec ceux qui avaient réussi et ceux qui avaient échoué. Et elle a aussi bien travaillé la motivation et l'engagement de ses étudiants parce qu'évidemment, un des facteurs de réussite de ce dispositif, c'est que tous les étudiants, enfin une majorité d'entre eux soient présents et que surtout les étudiants qui ont réussi soient eux-mêmes présents. Parce que parfois, ça pourrait dire, OK, j'ai réussi mon examen de première session et puis je m'en vais 2 semaines en vacances. Ça n'est pas du tout le but du jeu. Et donc, cette enseignante a bien relevé ce défi-là avec ses étudiants. Et bien sûr, c'est le fruit aussi d'une relation de confiance de longue durée, mais ça, on y reviendra par la suite quand on parlera du vécu étudiant. Alors, le début de la séance proprement dite, elle a posé le cadre, et ça, c'est également un facteur de réussite, c'est d'être bien clair au niveau des objectifs, de la façon dont le dispositif va se mettre en place pour rassurer les uns et les autres, et de zoomer également sur le rôle qu'elle va donner. Donc, on a 3 rôles. Celui qui est dévolu au tuteur. Je reprends tuteur et tutoré, même si ce n'est pas une expérience de pur tutorat, puisque c'est le terme que les étudiants eux-mêmes et que l'enseignante a utilisé dans le cadre de son dispositif. Donc, elle a demandé à ses tuteurs de venir en aide. Donc, vraiment, cette idée d'accompagnement et d'aide dont Nathalie a déjà parlé, et surtout de ne en aucun cas donner la bonne réponse et d'adopter un regard bienveillant. Et donc là, on revient sur le concept d'écoute active dont on a également évoqué précédemment avec l'éminent Carl Rogers. Dans le rôle du tutoré, eh bien, principalement, c'est l'envie d'apprendre et la demande de participer activement dans cette pratique. Et puis l'enseignante, eh bien, là, elle a une posture complètement différente, et je parle déjà de posture pour anticiper les éléments sur lesquels Nathalie reviendra en termes d'apport. Donc, l'enseignante, bien sûr, elle pose le cadre, elle prépare le dispositif, je vous en ai parlé, et pendant la séance, surtout, elle facilite et elle valide et elle reformule, elle précise, et donc vous verrez qu'elle passe de groupe en groupe pour encourager et évidemment valider les reformulations de ces corrections d'examen. Et puis, outre les bénéfices en termes de contenu de ce dispositif, puisqu'on observe une compréhension approfondie de la matière, les étudiants ont l'occasion de développer des compétences transversales en termes de collaboration, en termes d'expression orale,
et en termes également de feedback, de retour positif, et donc également de se mettre dans une posture différente. Et puis un point qui m'est vraiment cher, c'est que c'est vraiment une façon d'activer le support social dont on sait à travers les théories de la motivation que c'est un élément clé de réussite dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur, de garder des étudiants engagés et accrochés à leurs études, et certainement a fortiori en promotion sociale, puisque, on vous l'a dit, ce sont des étudiants qui ont une charge de famille, qui sont engagés dans une vie professionnelle, qui ont vécu l'échec, et donc s'engager dans une formation, mais surtout rester accroché et aller jusqu'au bout dans un contexte difficile, on va dire, c'est vraiment important de pouvoir mettre en place des dispositifs de ce type qui favorisent le support social et donc tenir jusqu'à ce Graal qu'est le diplôme. Oui. Alors, le dispositif qui a été mis en place à l'Institut, en fait, on était tenté de l'appeler un dispositif d'intervision. Mais alors, en tout cas, le nom qu'il porte, c'est coup de pouce. Et c'est un coup de pouce très ciblé puisque c'est un coup de pouce TFE. Alors, concrètement, c'est un dispositif qui a été mis en place pour les étudiants du bachelier en psychomotricité, pardon. Alors, il faut savoir qu'en promotion sociale, il y a véritablement une UE qui est dédiée à l'épreuve intégrée dans laquelle, évidemment, cadre le TFE, à tout le moins, sa défense. Et donc, le TFE, bien sûr, est un processus qui se vit à long terme. Il y a déjà ce qu'on appelle un pré-DFE en bac 2 qui préside à l'élaboration d'une question de recherche et une petite défense orale de manière à ce que l'étudiant cadre déjà bien sa problématique et se donne le temps de réfléchir pour la nourrir. Et donc, c'est effectivement en BA3 que se déploie l'UE d'épreuves intégrées où les étudiants vont bénéficier d'un encadrement et collectif et individuel qui sont donc prévus clairement au dossier pédagogique de l'UE pour travailler des méthodologies générales du TFE, la constitution du comité d'éthique, la reformulation éventuelle du projet qui a été formulé en bac 2 et qui devrait éventuellement être amendé. Et donc, une fois que ces séances collectives sont accompagnées de séances individuelles d'une quinzaine de minutes où les enseignants en charge de ce dispositif rencontrent les étudiants, mais là aussi on reste dans quelque chose de très méthodologique et qui est donc lié plutôt à des éléments de contenu ou des éléments typiquement académiques. Alors on s'est trouvé devant un souci et qui n'est pas des moindres, c'est que dans le fond, on s'est rendu compte que sur des corps d'étudiants de bac 3, certains, effectivement, ne poursuivaient pas et abandonnaient ou disparaissaient, ou terminaient un premier cycle de BA3 sans avoir finalement défendu leur TFE. Et donc finalement, clairement, sans être diplômés. Et donc, ils se réinscrivent en fait l'année académique suivante uniquement pour cette UE d'épreuves intégrées. Alors, le problème de ces étudiants, c'est qu'ils sont déjà pour la plupart engagés dans une vie professionnelle, ils ont déjà trouvé un job sans avoir effectivement vraiment eu leur diplôme. Et donc, et puis on s'instaure chez eux une certaine dynamique qui consiste à reporter ce TFE qu'ils conçoivent véritablement comme un Everest, comme un défi, un dépassement. Et donc, on revient à ces fragilités qu'on évoquait plus haut. Voilà, et cette perception de l'échec, et donc incontestablement le TFE apparaît comme d'autres éléments dans la formation des étudiants comme étant un moment véritablement de remise en question et de production tellement énorme que toutes ces conceptions limitatives leur reviennent de manière massive. Alors, donc, il est apparu pour nous important de maintenir le lien avec eux et d'éviter tout décrochage et de les amener à quelque chose d'assez accroché, même émotionnellement, de manière à les amener envers et contre tout à la réussite. Et donc, l'initiative, on revient à la coordinatrice de la section,
ainsi qu'à la coordinatrice pédagogique du plan d'accompagnement individualisé qu'on a appelé Madame Vitamine, c'est tout vous dire aussi sur les espoirs que l'on fonde sur ce type d'initiative, qui ont mis en place de manière volontaire un dispositif d'intervision qui était proposé à ces étudiants, j'ai envie de dire un peu satellite. Alors, le cadre donc première séance, on reçoit ces étudiants qui sont donc uniquement inscrits à l'UETFE et on les reçoit en essayant de pointer ou de le faire s'exprimer sur ce qui s'est passé, sur ce qui a coincé, sur ce qui a fait que dans le fond, quelque part, le TFE n'a pas abouti l'année académique précédente. Et donc, on leur propose ce cadre, ce dispositif d'intervision, mais en leur présentant déjà un cadre. Donc, incontestablement, c'est un dispositif d'intervision qui ne rassemble pas un nombre d'étudiants gigantesque. Hein, on est à 4-6 étudiants avec un rôle facilitateur qui est, comment dirais-je, occupé par Madame Vitamine ou la coordinatrice du plan d'accompagnement individualisé. Je vous précise quand même que la coordinatrice ou la facilitatrice n'est pas psychomotricienne, donc elle n'intervient pas dans les contenus disciplinaires à proprement parler. Alors, l'objectif commun qui est déterminé pour ces groupes d'intervision, c'est que chaque membre du groupe doit finir l'année en ayant déposé son TFE. C'est comme ça que l'objectif se formule. Alors bien sûr, il y a un objectif de réussite, mais il y a quelque chose de très pragmatique là-dedans, c'est qu'il faut déposer le TFE. Et donc c'est sur cette chose, c'est cet objectif très pragmatique que finalement la relation va se construire. Le rythme des réunions est assez serré, c'est un rythme hebdomadaire à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de juin, donc c'est 30 à 40 séances à horaire fixe. Donc c'est pas un jour le lundi, la semaine d'après un jeudi, de manière à instaurer véritablement un rituel qui va entretenir ce lien et éviter ce décrochage. Séance d'1h30 à 2h, pas davantage, avec un engagement ferme de ceux qui se mettent dans le processus, d'être présents à chaque fois, même si je n'ai pas avancé dans mon TFE. Donc, assister au groupe est un acte qui est indépendant du fait que j'ai avancé, que j'ai bossé, que j'ai résolu un ensemble de choses. Non, je peux venir en disant, voilà, ben, j'ai précisément rien fait. L'avantage de cela, c'est pour éviter que des culpabilités, au contraire, ne s'entretiennent de semaine en semaine. Je n'y vais pas parce que je n'ai rien fait, et les semaines s'accumulent, et finalement, on n'y va plus du tout. Et on abandonne. Donc, au contraire, on y va même et surtout si on n'a rien fait, j'ai envie de dire, et ce qui contraste évidemment avec une dynamique de cours un peu classique. Alors, les règles sont évidentes, hein, ce sont des règles de respect, d'écoute, de confidentialité, de bienveillance et de se mettre au service des autres dans la procédure. Le déroulement, c'est un peu un déroulement sociocratique. Je pense que nous sommes de plus en plus à devoir maîtriser, j'ai envie de dire, où l'enjeu est fondamentalement d'apprendre ensemble et d'agir et de se donner à chacun des outils pour agir. Alors ça commence par une météo personnelle que vous connaissez bien tous, et donc ça s'ensuit un tour de table. Moi, par rapport à l'objectif que je m'étais fixé la semaine passée, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je l'ai réalisé? Est-ce que je ne l'ai pas réalisé? Si je ne l'ai pas réalisé, mais voilà comment je me sens par rapport à cette non-réalisation. Quels ont été mes freins, mes peurs? J'ai peur de rencontrer mon prometteur. J'ai la peur de la page blanche. Je ne me sens pas légitime dans cette recherche. J'ai l'impression que ma recherche ne sera pas exhaustive. Donc ces peurs s'expriment de manière extrêmement simple dans un contexte effectivement bienveillant et écoutant. Et donc autour de là, les étudiants déjà entre eux partagent des outils. Moi, voilà ce qui a été, voilà comment j'ai réagi par rapport à mon promoteur, etc. Et donc mettre déjà en commun un ensemble d'outils qu'ils co-construisent. En début de processus, Madame Vitamine, hein, la coordinatrice d'accompagnement, va proposer des outils très mais j'ai envie de dire tout à fait transversaux, des échéanciers, des tests de profil d'apprentissage. Tiens, comment est-ce que j'identifie mon rythme de travail par rapport à cet investissement dans le TFE, etc. Est-ce que je me vois réussir? Est-ce que je me vois déposer? Donc plein de techniques, la visualisation, etc. Et petit à petit, évidemment, les propositions
actions de la coordinatrice du plan d'accompagnement vont se faire de plus en plus discrètes, de manière à laisser véritablement les participants s'auto-accompagner ou s'accompagner mutuellement, de manière à ce que, dans le fond, ils arrivent ensemble à construire un processus tout à fait autonome d'apprentissage partagé, avec une disparition, en tout cas une présence de plus en plus discrète de la facilitatrice. Et donc jusqu'à effectivement la constitution de groupes WhatsApp. Et bon, incontestablement, ça a l'air d'être un modus operandi généralisé, et on le comprend. Et donc, suite à ces mises en commun sur où est-ce que j'en suis, on détermine, chacun va déterminer ses objectifs pour la semaine prochaine, par rapport bien sûr au TFE, il ne s'agit a priori que de cela, et en s'ensuit une séance de questions-réponses. Alors voilà, le résultat, en tout cas, c'est une initiative que nous poursuivons cette année-ci, mais qui a été mise en place l'année passée, est assez surprenant. Enfin non, pas surprenant, parce que les moyens évidemment sont conséquents, il ne faut pas s'en cacher, mais c'est un 100% de réussite, et en première session est véritablement haut la main, avec d'autres atouts, mais que nous allons identifier plus tard, au-delà de la réussite. Voilà. Nathalie, pour le vécu des étudiants, comment est-ce qu'ils ont vécu ces moments d'accompagnement? Alors, je propose de leur laisser la parole. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous dans mon salon, mais vous avez dans les questions-réponses un petit lien vers une très courte vidéo YouTube, mais je ne sais pas si elle apparaît ou pas, donc j'avais prévu de la mettre. Donc, si vous voulez cliquer sur le lien, je vous invite à visionner les 3 premières minutes, et vous arrêtez après 3 minutes. Donc, si vous souhaitez regarder la suite pendant vos moments de loisir, bien libre à vous. Mais donc, je pense que c'est intéressant de les entendre parler eux-mêmes de la façon dont ils ont vécu cette expérience, et de vous donner une idée concrète de ce qu'est cette pratique. Voilà, en tout cas, chez moi, les 3 minutes se sont arrêtées, donc j'espère que de votre côté, tout s'est bien passé avec cette grande technologie et le passage d'un outil à l'autre. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment bien exprimé eux-mêmes tout ce que cette pratique permettait, tant dans le chef du tuteur que du tutoré. Donc, je vais peut-être me permettre de relever quelques points qui sont dans notre carte mentale. Et donc, effectivement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte. Il y a une relation de confiance entre pairs et entre l'enseignant et ses étudiants. On apprend à parler le même langage, on n'a pas peur de reformuler. On est obligé aussi, en tant que tuteur, à reformuler, à s'adapter à un niveau et à aller en profondeur dans la maîtrise de la matière. On donne et on reçoit. Cette idée de sans cela, je ne serais peut-être pas allée jusqu'au bout. Je me suis sentie partie intégrante d'un groupe. Et au-delà, on a continué à travailler ensemble suite à la relation qui s'était construite dans le cadre de cette pratique. Et donc maintenant, Nathalie va vous présenter l'ensemble de ces plus-values en matière d'apprentissage de manière structurée. Donc ces plus-values ont été rencontrées à la fois dans le dispositif mis en place à l'EPFC et dans le dispositif qui a été développé à l'Institut Prigogine, et qui ont impliqué directement et activement les étudiants entre eux. Ça, c'est le point commun. Ce sont des dispositifs qui sont soutenus à la fois par l'établissement, mais aussi par l'engagement de l'enseignante qui met en œuvre le dispositif. Et ces plus-values varient en termes à la fois de contenu, de motivation, mais aussi de compétences transversales et métacognitives que Nathalie va vous développer pour arriver tout doucement vers la fin de notre intervention, parce que je vois que l'heure défile et qu'on a légèrement débordé. Voilà. Alors donc, je vais donc aller, voilà un peu l'ensemble des thématiques que nous relevons comme ce qui était finalement travaillé dans les 2 dispositifs qui ont été mis en place à l'EPFC et à l'Institut. Ces 2 processus travaillent
et le processus ou la méthodologie d'apprentissage que les contenus, mais qu'on peut imaginer effectivement que selon les dispositifs, ce curseur va se déplacer, on va être plus processus, on va être plus contenu. Ce qui semble assez clair, c'est que les processus en tant que tels, si on veut vraiment aller au fond des méthodologies et des compétences transversales, nécessitent peut-être davantage de temps et un dispositif à plus longue échelle, si je puis dire. Donc effectivement, notamment effectivement un travail sur le TFE, les rapports de stage, etc. Donc ces productions complexes nécessitent probablement des intervisions ou des partages plus longs. Alors, incontestablement, il y a des gains. On a travaillé, ils ont travaillé dans les deux dispositifs leur identité, qu'il s'agisse de leur identité professionnelle qu'ils ont appris à constituer au travers d'un langage, d'une littératie commune qu'ils ont manipulé ensemble, qu'il s'agisse d'une littératie disciplinaire ou encore transversale sup, puisque nous avons bien vu l'année passée au cours de la 4e journée scientifique du pôle qu'il y a véritablement une littératie propre à l'enseignement supérieur, et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir maîtriser pour constituer son identité professionnelle. Et on l'a vu aussi, ça nous tient à cœur évidemment, puisque c'est cette fragilité à laquelle nous sommes sensibles pour ces étudiants. Ça a également permis de travailler, de contribuer à l'élaboration, l'édification, la consolidation d'une identité personnelle. Et donc vraiment de travailler sur des croyances limitantes, je ne suis pas capable, et voilà. Et donc, incontestablement, le regard des autres qui sont confrontés à des difficultés similaires se déploie finalement pour permettre à chacun je dirais, de piocher des leviers pour l'action, de relativiser l'obstacle qui semble insurmontable et de se dire, mais dans le fond, si l'autre là, pas loin, y parvient, pourquoi pas moi, et quelque part de voir chacun évoluer, je dirais, step by step, permet quelque part de nuancer ce sentiment que l'on peut avoir parfois, qu'il est trop tard, là j'ai été trop loin, je n'ai pas assez fait, et ça ne sert plus à rien. Donc vraiment de rejouer, c'est ce qui revient effectivement dans ce qui a été communiqué dans l'expérience et le dispositif de l'Institut, du c'est encore possible. Donc il y a vraiment des repêchages qui ont été permis grâce à ce dispositif. Donc incontestablement, ça permet de travailler l'accrochage, l'engagement dans l'apprentissage, et ça je pense que vous l'avez entendu très clairement au niveau de la vidéo, de travailler des compétences transversales, d'expression orale, de structuration, de méthodologie de travail, de méthodologie d'études, comment lire des consignes, comment s'approprier ces fameux critères d'évaluation qui sont quand même un peu le sésame pour la réussite. Ça permet également de travailler des postures humaines et humanistes, des postures d'empathie, de bienveillance, qui permettront d'initier cette spirale de la résilience. Ça permet également de travailler des postures collaboratives où se jouent à un moment ou à un autre des solidarités et qui font date dans le processus et dans le cursus des étudiants, puisque effectivement ils vont au-delà du dispositif, ils entretiennent cette solidarité. Et donc, de manière à devenir, ils le disent, autonomes entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de ce cadre qui nous est proposé, on met ça en route tout seul. Et bien sûr, de vivre la réciprocité où chacun comprend qu'il a autant à donner qu'à recevoir. C'est en tout cas très clair dans l'expression qui est ressortie de la prise de parole des tuteurs et des tutorés. Donc on est vraiment dans un vrai donner et recevoir, et bien sûr, au travers de tout ça, c'est bien sûr la posture réflexive qui se travaille assurément. Alors, dans le contexte qui est le nôtre, évidemment, d'enseignement à distance ou hybride, dans le contexte de Covid, assurément, mais on s'est aperçu que, dans le fond, ça n'avait pas du tout mis un frein à ces séances, en tout cas d'intervision, et dans le fond, il n'y a pas de frein majeur, même dans le dispositif, comment dirais-je, qui était mis en place à l'EPFC, à le faire en visioconférence. Et même sur des processus de long terme, il semblerait, en tout cas c'est l'avis de la personne de Madame Vitamine, que à la limite, les intervisions sous forme de visioconférence, d'une certaine manière, avaient quelque chose de plus simple à mettre en route, et avec des prises de parole peut-être plus libérées,
Voilà, parce que peut-être que la contrainte était moins forte en termes de présence et puisqu'on vous l'a dit, c'était bien un rituel. Et donc, effectivement, il y a également ces possibilités d'activités ateliers dans Moodle qui sont mises en place à l'EPFC, donc vraiment une utilisation dynamique de l'outil Moodle qui permet effectivement cette relation entre pairs, mais dans un univers distanciel. Voilà, pour ce qui est de ce que nous pointons, j'ai envie de dire de manière un peu classique, comme étant ce qui a été travaillé dans ces deux situations, dans ces deux dispositifs. Alors Nathalie, je te laisse la première partie de la conclusion. Oui, donc pour terminer, peut-être zoomer sur une spécificité qui nous semble être propre à l'enseignement de promotion sociale et qui peut-être favorise ce type d'implémentation de pratiques, c'est le fait que ce travail entre pairs, ils se reconnaissent assez facilement entre eux, on va dire, puisqu'ils ont pas mal de points communs. Bon, ils sont tous adultes, ils ont tous vécu, ils ont un vécu, bon, chacun a un vécu, ça on le sait, mais ils ont peut-être une communauté de partage émotionnel et de parcours de vie particuliers qui font qu'ils se reconnaissent des points communs et donc ça favorise sans doute la mise en place de ces pratiques et de ces soutiens, peut-être un peu naturels, même s'ils doivent être déclenchés par on l'a vu par l'enseignant ou par l'établissement. C'est aussi la particularité d'une relation plutôt symétrique et de plus ou moins du même niveau entre l'enseignant et l'étudiant, avec aussi des communautés. Et ça a été montré c'est un petit peu symbolique, mais l'enseignante qui a piloté l'activité d'intervision coup de pouce à l'Institut Prégogine devait en même temps qu'elle encadrait cette activité de TFE, elle-même travailler sur son propre travail de fin d'études pour son CAPAES. Et ça a été un juste retour des choses puisque ces étudiants l'ont encouragé à aller jusqu'au bout et à remettre son travail, puisque c'était quelque part un peu le même combat ou les mêmes difficultés rencontrées. Et donc, c'est peut-être cette culture particulière et propre à l'enseignement de promotion sociale qui diffère un petit peu des autres établissements d'enseignement supérieur. Voilà. Et puis, il nous reste une question qui est peut-être aussi particulière à notre public ou pas, je ne sais pas, mais est-ce que, justement, et à contrario de ce que je viens de dire, cette symétrie est peut-être vécue différemment, mais c'est une question qui reste ouverte et qu'on pourrait peut-être creuser par la suite. C'est la perception culturelle de cette symétrie est sans doute différente d'une culture à l'autre et comme on sait, on brasse des cultures, des origines différentes et multiples dans nos établissements. Est-ce que ces dispositifs sont aussi faciles à mettre en place? Alors, évidemment, on se pose la question, ces dispositifs, s'ils doivent être mis en place par des enseignants, quid si l'enseignant, l'accompagnant, qui est dans un rapport plutôt paritaire à la base, est un évaluateur. Donc, il y a assez peu d'études, en tout cas, dans ce que nous avons vu par rapport à ça, mais en tout cas, beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui se passe quand on est dans une relation à un moment où on n'est plus si égal, voilà, dans un regard d'égalité. Alors, il semblerait, voilà, que c'est clairement des dispositifs qu'il faut mettre en place. Concrètement, et c'est un peu une remarque qui est pointée dans l'ensemble de l'évolution de l'enseignement supérieur, puisqu'on travaille de plus en plus avec des systèmes modulaires, puisqu'on travaille de plus en plus avec des parcours individualisés, on le sait, cette notion de classe d'apprentissage, on est bien d'accord, est une notion qui disparaît un petit peu. Ce sentiment d'appartenance à la première droit ou à la première assistance sociale, ça disparaît un petit peu puisqu'on est tous, enfin ils sont tous, pardon, dans des parcours individualisés et que donc leur collaboration n'est pas si naturelle que ça. Et donc elle doit véritablement être insufflée, proposée et mise en place institutionnellement et en tout cas, si telle est évidemment la perspective.
Ce qui ressort en tout cas assez fort là-dedans, c'est que la relation reste, mais ça je n'ai certainement pas besoin de vous convaincre, un facteur d'apprentissage essentiel ou un levier d'apprentissage essentiel, comme la relation est essentielle dans un cadre thérapeutique, comme la relation est essentielle dans un cadre de guérison. Alors je ne voudrais pas faire un amalgame apprentissage, thérapie, guérison, mais enfin voilà, on est quand même dans une dynamique où le levier de la relation est incontestablement un levier puissant. Voilà, je vous remercie.